Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette émission spéciale Israël. 50 ans après la guerre du Kippour, eh bien, le Hamas, vous le savez, a lancé cette semaine 7 attaques sur Israël. 3 questions véritablement dans cette émission. Comment peut-on juger du traitement de l'information sur les chaînes nationales et mainstream? Y a-t-il une voie de paix possible aujourd'hui ou va-t-on inexorablement vers une troisième guerre mondiale? Et puis le Hamas, par qui est-il piloté? Est-il plus isolé que jamais ou va-t-il réussir à souder le monde arabe comme il y a 50 ans? On le sait avec le Kippour. Alors on va voir tout cela avec les réactions à l'international et au Liban. C'est tout l'attrait de cette émission, c'est qu'on a un envoyé spécial sur place, il s'appelle Léo Nicolian, et puis on débattra également dans ce Zoom avec la présence remarquée de Walter Bouchna d'un côté, je dirais, et de Essam Obala de l'autre, qui vont se présenter tous les deux, peut-être Essam et Walter, parce qu'on sait que chaque mot, surtout à l'heure actuelle, peut potentiellement être un mot MAUX. Alors peut-être Essam, peux-tu commencer par te présenter ? Avec grande joie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aïssa Obala, je suis coach holistique. Je suis d'origine libanaise, né au Sénégal et ayant grandi au Maroc, vivant actuellement au Maroc. Je suis donc extrêmement attristé par tout ce que je vois, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Pour moi, il n'y a pas d'autre parti à prendre que celui de la paix, que celui de la vie. Donc, je suis là ce soir pour honorer cette conviction qui est qu'il n'y a que la vie, en fait, qui ne puisse pas être niée. Donc, je suis là pour ça. Super, merci beaucoup Walter. Bouchna, Walter, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qui tu es et ce que tu représentes ici aujourd'hui? Alors, je suis Walter Bouchna, je suis 50% juif, 50% catholique, et je suis président d'un micro-mouvement citoyen politique. Et ce sujet me tient à cœur puisque j'ai été quelque part la cible, de par mon patronyme, de pas mal de campagnes et de cabales antisémites. Donc, j'ai approfondi ce sujet et aujourd'hui, pour ce qui est de l'antisémitisme, l'antisionisme et même ce conflit, je crois que j'ai pas mal de choses à dire. Alors, on va en parler dans un instant. Sachez quand même, chers téléspectateurs, qu'on n'est pas là, bien sûr, pour mettre le feu aux poudres, mais véritablement pour ouvrir les yeux sur un certain nombre de réalités et de points qui peuvent vous paraître peut-être un peu obscurs. Alors, tout de suite, on va aller, figurez-vous, au sud de Liban, donc dans quasiment au nord d'Israël, hein, où la frontière, on le sait, n'est pas très loin, avec notre envoyé spécial sur place, Léo Nicolian. Léo, c'est quelqu'un que j'ai connu sur les chaînes mainstream, qui a été un journaliste de guerre, qui était il y a peu de temps encore en Arménie, en Azerbaïdjan. Léo, peut-être juste un mot sur la situation d'abord sur place. Où es-tu exactement? Alors, bien entendu, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé à Gaza a été effroyable. Ça a été un choc pour toute l'opinion publique mondiale. Maintenant, ça dépend de là où on se positionne. On est pro un tel ou pro un tel. Moi, je suis là en tant qu'observateur. Mais ce qu'il faut savoir, qui est une réalité historique d'ailleurs, c'est que, et d'ailleurs, ça a été repris directement par Avi Primovi, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, qui l'a lui-même reconnu il y a encore quelques 24 heures sur une chaîne israélienne, en disant que lorsque Arafat était venu avec l'OLP, on a mis 40 ans à essayer de le liquider. On n'y est pas arrivé parce qu'il dormait jamais 2 jours de suite pendant tout son séjour au Liban. Et pour affaiblir l'OLP, on a vu comment ça s'est terminé. On a créé le Hamas. Alors, évidemment, c'était l'État israélien et puis des petits malins en se disant, en créant le Hamas, on va affaiblir l'OLP. Le monstre s'est retourné contre son géniteur aujourd'hui, financé, aidé, soutenu par l'Iran, le Qatar et puis la Turquie. Donc c'est un jeu d'échecs international. Il y a un second front qui s'est allumé parce que l'Ukraine, la Russie, tout d'un coup, elle est complètement oubliée. D'ailleurs, l'OTAN reconnaissait elle-même qu'ils avaient épuisé une grande partie de leurs munitions. Voilà, ce conflit qui avait l'air d'une grosse attaque, me semble-t-il, va être régional. J'espère qu'il ne le sera pas. En tous les cas,
Les cartes sont en train d'être distribuées. Et comme vous l'avez si bien dit, Richard, il y a aussi quelque chose qu'on ne prend pas en compte, c'est-à-dire en politique, aujourd'hui, il n'y a plus, depuis très longtemps, plus aucune valeur, plus aucun humanisme en politique. Il y a une seule chose qui compte, ce sont les intérêts. Et les intérêts, actuellement, bien sûr, ce sont les hydrocarbures, le pétrole, puisque ici, sur les eaux internationales libanaises, des hydrocarbures ont été découverts depuis 2-3 ans. Total Energy a récupéré donc le gouvernement français et ses alliés, le bloc numéro 4, le bloc numéro 9, le port de Beyrouth, donc pour une concession de 30 ans. Mais il reste encore… vous savez, le Liban, c'est un tout petit pays, pas plus grand qu'un département français qui va être le pays le plus riche du monde. Mais ces richesses ne vont pas profiter ni au Liban ni aux Libanais qui sont en train de mourir de faim. Juste un mot, Léo. On sait que le Liban aujourd'hui est dans un état extrêmement grave, à la fois politiquement et économiquement. Est-ce que peut-être sur place, ces factions, si vous pouvez les qualifier en tant que telles, créent en fait une sorte d'État dans l'État et permettent de protéger une partie notamment de la population? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il n'y a plus d'État. Un pays qui n'a pas d'électricité, qui n'offre plus de services publics. Il y a une mafia des générateurs, une électricité parallèle, une mafia de l'eau. Vous savez, il y a 3 ans, quand j'étais là, l'eau potable n'existait déjà plus dans le pays que j'ai quitté en 79. Tout était en eau minérale, mais au moins, il y avait de l'eau pour se laver, se doucher. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est des camions qui viennent remplir des citernes en plastique sur les toits. Quant à la livre libanaise, le Liban était le 3e pays le plus riche du monde en 64. Quand j'y suis revenu en 2020, le dollar était à 1500 livres et aujourd'hui, il est bientôt à 100 000. Figurez-vous que quand je change 50 € en livres libanaises, avant, j'avais ça. Maintenant, regardez, vous parlez à un millionnaire. Un millionnaire. 300 € aujourd'hui, quand je l'échange en livres libanaises, c'est de l'ordre de 28 millions de livres libanaises. Heureusement qu'on ne m'a pas donné des billets de 1000 livres parce que j'aurais eu une brouette, voire l'équivalent d'une valise. C'est pire que le Venezuela, c'est le Liban-Venezuela. Et même avec des euros, c'est excessivement cher, même pour un occidental comme moi qui n'est que de passage. Alors, deux questions en une, parce que là, on a vraiment besoin de poser le décor avant de rentrer véritablement dans l'analyse. Et puis, on va donner la parole, bien sûr, à nos amis juste après. Mais c'est vrai qu'on fait rarement en Europe la distinction entre le Hamas, le Fatah et puis l'OLP, en fait, du peuple palestinien. Et ça, c'est la première question. Donc ça, est-ce que vous pouvez juste en 2 mots nous dire un peu la distinction entre les trois? Et puis surtout, les pays qui sont hostiles aujourd'hui au Hamas, comme les Émirats arabes unis, qui on l'a vu, a condamné quand même l'offensive. Alors, on va refaire juste en 10 secondes un point de retour de l'histoire. Balfour, Ben Gurion, Golda Meir, la création de l'État d'Israël, d'accord. Il y a eu 700 000 à 800 000 Palestiniens qui ont dû quitter. Il y a eu la guerre des 7 jours, le Yom Kippour, les 3 pays qui ont attaqué Israël, n'oublions pas l'Égypte, la Syrie et puis d'autres. Ça a été un fiasco pour d'ailleurs le monde arabe entier. Et puis la cause du peuple palestinien. Alors, les Palestiniens ont essayé, à l'exemple même d'ailleurs des Arméniens avec l'armée secrète arménienne, d'essayer de revendiquer leurs droits. Ça n'a pas marché. Or, le terrorisme est une sorte de lutte armée pour faire entendre sa voix et ça a été la prise des otages israéliens comme on l'a vu aux Jeux Olympiques. Donc, l'OLP a émergé, les accords du Caire, installation au Liban dans un petit pays d'1 million de Palestiniens, création d'un État dans l'État, guerre civile au Liban. Alors, si la cause du peuple palestinien peut être entendue et noble, néanmoins, l'OLP a défendu la cause du peuple palestinien par les armes, parce que peut-être, j'en sais rien, n'avait pas tel réussi à faire entendre sa voix aux Nations Unies et ailleurs. Donc l'OLP, Yasser Arafat, pendant des décennies, ont été financés, armés par tous les pays arabes, l'Arabie saoudite et tous les autres, évidemment. À la fin, bon, on a bien vu ce qui s'est passé. Il est en Israël, en Palestine.
ça se termine mal pour lui, ça se termine même mal pour un premier ministre israélien avec qui il se rapprochait. La cause palestinienne retombant. Ah, on a perdu Léo, alors on va en profiter En Tunisie, donc, ils pour ont basculer. eu, et qu'en Tunisie, lorsqu'ils se sont retrouvés évacués du Liban, ils ont eu aussi un comportement qui fait qu'on a dû un petit peu les recadrer, mais ça n'a rien à voir, les dirigeants n'ont rien à voir avec le peuple. Alors ceux qui sont restés sur place, alors là, c'est là qu'on voit que pour affaiblir évidemment Arafat, parce qu'il était hors de question d'un Arafat triomphant avec un État palestinien collé à l'intérieur de Palestine-Israël, on appellera ça suivant comment. Donc le Hamas a été créé et le Hamas s'est renforcé et s'est retourné contre son géniteur, financé par aujourd'hui, on le sait bien, le Qatar, l'Iran. Alors l'Iran, évidemment, qui a un grand rôle à jouer là-dedans, Hamas et Hezbollah. Rappelons que l'ancêtre du Hezbollah s'appelait le djihad islamique et on doit cela peut-être malheureusement à notre chère France, à François Mitterrand, car lorsque la France devait rembourser les milliards que l'Iran lui avait prêtés à l'époque du Shah d'Iran pour le projet Eurodif qui a fait de la France un pays nucléaire, au moment de rembourser, Mitterrand a dit à l'Iran, non, je ne vous rembourserai pas. On a vu les prises d'otages de Français par le djihad islamique, l'ancêtre du Hezbollah. La France a fini par céder. On a vu les attentats terroristes à Paris. Et donc, ça s'est transformé par la suite en Hezbollah. Donc, financé par l'Iran, chiite, parce que évidemment, il y a aussi un conflit religieux entre sunnites et chiites pour une mainmise politique sur le Moyen-Orient. Aujourd'hui, on en reparlera juste après peut-être de ça. On ne peut pas tout parler en même temps sur tous les sujets. Simplement, juste un petit mot là sur l'Arabie Saoudite. On est très étonné de sa position là, à l'heure actuelle, sa retenue. Est-ce que c'est le fait que l'Arabie Saoudite soit garante des lieux saints en Israël qui lui impose en fait une certaine distance par rapport à ça? Alors, il y a et ça. Et le fait que il y a un détail que vous avez oublié, c'est qu'il y a eu ces dernières semaines quelque chose d'extraordinaire, un rapprochement Arabie Saoudite, Iran, qui n'avait pas eu lieu depuis 20, 30, 40 ans. Et ça, évidemment, l'Arabie Saoudite reste un petit peu en retrait parce que maintenant qu'elle vient de faire beaucoup de pas vers l'Iran et vice-versa pour une régularisation des bonnes relations, on ne peut pas de nouveau rentrer dans une guerre sunnite-chiite. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a un jeu d'échecs qui a lieu ici dans la région et j'ai bien peur qu'au-delà d'Israël, Palestine, ce soit tout le Moyen-Orient qui s'embrase et au-delà, bien entendu. Et pendant ce temps-là, et en même temps, comme le dit si bien Emmanuel Macron, un très grand malin, de loin, regarde, observe. Pour l'instant, c'est le grand gagnant. On l'oublie. C'est la Chine et non pas la Russie, la Chine. Merci beaucoup Léo. Vous allez revenir dans un instant, peut-être tout de suite avec Walter, une réaction à chaud, bien sûr, parce que c'est l'émotion qui prime côté juif, Walter. Alors, je voudrais juste dire merci à Léo pour ce résumé, mais je suis très étonné d'avoir entendu tout, notamment rappeler un détail, un micro-détail, que ce serait Israël qui a créé le Hamas, comme si, sans l'aide initiale d'Israël, il n'y aurait jamais eu de mouvement islamiste. Hein, parce qu'il y en a des dizaines, mais bon, on va juste rappeler ce détail. Et j'ai vu votre intervention qui commence, Léo, par ce drame de Gaza. Pas un mot pour les boucheries, pour les pogroms. Bon. Ceci étant dit, je crois que ce conflit, le véritable problème, c'est qu'on utilise les mauvais mots. Le récapitulatif était pas mal, Léo, mais il y a quand même une erreur de base. Cette affaire, depuis 1948, n'est pas une affaire de colonisation d'un peuple indûment placé ici, mais une affaire d'une décolonisation, c'est-à-dire la destruction, l'effacement, la suppression du mandat britannique, transformé en un plan de partage avec deux États. Alors, si on oublie toujours de signaler, de souligner qu'à la base, ceux qui ont rompu la résolution initiale 180 de 1947, ce sont bien les Arabes. Et pourquoi ils l'ont rompu? Parce qu'ils voulaient un peu plus de territoire, un peu plus de ci, de là? Non. Parce qu'ils voulaient éliminer tout juif de cette terre qu'ils considèrent comme légitimement islamique, alors qu'elle est autant largement plus légitimement juive, chrétienne
et islamique, 19 siècles après les Juifs. Donc, si on ne rappelle pas cette évidence qu'aujourd'hui, comme hier, la volonté des dirigeants malheureusement corrompus, souvenons-nous de la fortune retrouvée en Suisse de Yasser Arafat, entre autres, si on ne comprend pas que les dirigeants qui soient soit sous influence religieuse, avec une religion déformée, puisque même le Coran rappelle les Juifs enfants d'Israël. C'est extraordinaire que des gens qui disent Allahu Akbar contredisent la voix de leur propre livre. Les Juifs enfants d'Israël, je le rappelle pour les incultes. Donc si on oublie toujours que le fond de ce conflit n'est pas un conflit on veut plus ou un peu moins ou un peu plus grand ou un peu plus petit, mais un conflit où il y a d'un côté, je schématise bien sûr, 2 milliards de musulmans dans le monde qui ont été lobotomisés à de la désinformation, à de la propagande, à de la falsification chronologique de l'histoire et même de la théologie, et de l'autre côté, un peuple de 17 millions qui était à l'époque 14 millions, moins 6, 8 millions, qui sortait d'une Shoah, d'une solution finale que certains nient, hein, évidemment, c'est plus, on ne peut pas voir le juif en position de victime, et à qui on a donné, au bout de négociations qui duraient depuis 20 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était déjà, la décision était prise, il fallait juste l'accélérer, et on a donné à ce peuple qui n'avait pas de terre, qui était martyrisé, pogromisé, solution finalisée, hein, je dirais, ou shoatisé, et on leur a dit, OK, on va vous donner un petit bout. Ah, on a perdu Walter. Attends, je finis. Oui, alors, juste la fin, Walter, parce qu'on va passer ça pour un instant. Non, Richard, sois gentil. J'ai parlé 2 minutes, je voudrais juste finir mon développé. Oui, bien sûr. Pas de problème. Pas de problème, Merci. Walter. Donc, l'idée, c'était de donner un bout de sa terre millénaire à un peuple de, à l'époque, 10 millions dans le monde, hein, parce qu'après la Shoah, ils n'étaient plus que 10 millions. D'accord ? Et les antisionistes nous diront « Ah non, on n'est pas antisémite, on est juste pour que le peuple juif n'ait jamais un petit bout de terre sur cette terre dans le monde, et encore moins la sienne. » Donc, tout ça pour vous dire que quand on résume, on prend le film à la fin, parce qu'aujourd'hui, on est à la fin du film, je pense qu'il va se passer quelque chose d'horrible, à tous les niveaux, hein, et au niveau mondial. On est presque à l'apocalypse, moi je le sens comme ça. Donc, si on prend le film à la fin, sans voir toute la chronologie, où évidemment que Israël n'est pas blanc-bleu, hein, ils ont fait aussi des horreurs, hein, je n'ai jamais dit le contraire. Mais il faut voir comment ça se passe. Le fond de cette guerre, c'est une guerre d'un côté d'élimination, d'extermination d'un peuple et d'un pays, parce qu'on ne supporte pas du côté de l'islam que les juifs et leur bout de terre, et de l'autre côté, une guerre de survie. Voilà. Alors, juste un mot quand même, parce que tu parles souvent du sionisme. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Sionisme, c'est… Alors, justement, est-ce que tu peux faire le distinguo entre les deux, Walter? Alors, le sionisme, il y a deux versions. Il y a la version initiale qui est Herzl, hein, qui a été, on va dire, l'instigateur de cette réaction politique qui n'est pas religieuse, ou en disant, bon, en plus, il n'était pas religieux lui-même. Hein, Herzl, il s'en foutait complètement du judaïsme. Il a fait un constat à l'époque très clair, le même que j'ai fait au tout début de mon exposé, c'est que depuis 2000 ans, les juifs, partout où ils vont, ils se font chasser, exterminés, pogromisés. Alors, je ne dis pas que les juifs ne sont pas un peu responsables. Hein, peut-être qu'ils sont un peu arrogants, peut-être qu'ils… Bon, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, pourquoi les juifs, qui sont considérés comme une communauté, et partout dans le monde, quelqu'un qui veut se venger d'Israël, il ira taper sur n'importe quel juif. Donc déjà, ça met à terre le côté antisioniste. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, puisque n'importe quel juif doit être responsable de la politique d'un pays à l'autre bout du monde. Bon. Eh bien, le sionisme, à la base, c'est simplement la volonté et le droit humain d'un peuple petit, minuscule, je crois même le plus petit peuple, si on peut dire, du monde, hein, et qui a déjà subi pas mal de choses, d'avoir un bout de terre pour vivre, respirer sur cette terre. Alors maintenant, et donc effectivement, il y a 5% à peu près de juifs qui sont antisionistes. Alors je ne vais pas dire qu'ils sont antisémites, évidemment, c'est l'exception qui confirme la règle. Ces juifs antisionistes, eux, se basent sur le livre qui dit que les juifs reviendront en terre d'Israël au retour du Messie. Ou à l'arrivée plutôt, en l'occurrence c'est plutôt l'arrivée du Messie. Donc partant sur cette base religieuse, ils sont contre le fait que les Juifs arrivent alors que le Messie n'est pas là. Donc c'est une position qui est religieuse et pas politique. Maintenant, 95% des antisionistes, non juifs, hein, je parle, sont forcément antisémites puisqu'ils font semblant de justifier leur position sur la base de la religion juive, alors que la religion juive, ils n'en ont rien à faire. C'est juste pour trouver un alibi. Ou alors pour la défense des Palestiniens, alors qu'ici, ils sont capables de dire mort aux Arabes, mais comme par hasard, je parle des nationalistes français, souvent antisémites, quand c'est là-bas, ah oui, il faut défendre les Palestiniens. Je parle par exemple de Benedetti, qui est l'exemple typique de la mauvaise foi. Donc, si on dénature ce conflit,
si on ne comprend pas que le véritable sionisme, ce n'est pas du satanisme, ce n'est pas du mondialisme, c'est même l'inverse. Le sionisme, c'est l'inverse du mondialisme. Ce n'est pas de tuer les enfants, ce n'est pas les casards. Toutes les bêtises qui ont été mises dans ce grand paquet sioniste pour, comment dire, diaboliser toute la cause juive et israélienne, qui, je le rappelle, représente en surface 2 Corses, et pour 2 Corses depuis 75 ans, une association de malfaiteurs antisémites et de déformateurs et de falsificateurs de l'histoire veulent à tout prix que ce pays disparaisse. Ces gens-là rêvent, auraient rêvé, je finis ma dernière phrase, ces gens-là, en fait, n'osent pas le dire, mais ils auraient rêvé que, en 48, justement, la première guerre, que les Arabes, qui en principe auraient dû gagner, logiquement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore la guerre technologique et tout, ils auraient dû gagner. Ils n'ont pas gagné par la grâce de Dieu, mais je pense que tous ces gens-là, aujourd'hui, qui pleurent sur les Palestiniens, auraient rêvé que ça soit la suite du génocide, que Israël et que les Juifs n'existent plus, et que ça soit une terre islamisée, alors que c'est la terre de naissance de Jésus, juif. Merci. Alors justement, peut-être une dernière question et puis on va passer à Essam depuis le temps. Mais c'est vrai que beaucoup se sont offusqués du fait qu'on cherche à refonder en fait le temple sur le dôme des mosquées. Là, on le sait à Jérusalem. Toi, t'en penses quoi de cela, par exemple? Je pense que c'est aussi dégueulasse, et je pèse mes mots, de vouloir faire ça, que le fait d'avoir construit une mosquée sur les ruines d'un temple juif et dire ici c'est chez nous, c'est pilier de l'islam, les juifs n'ont jamais existé. Donc dans les 2 cas, je suis contre. Cette légitimité islamique, je finis sur cette phrase, et je pense que certains pourront peut-être me contredire, j'espère, cette légitimité islam sur cette terre qu'on a voulu faire passer d'un coup en 48 comme un pilier de l'islam, on a mis cette mosquée à Al-Aqsa comme un symbole alors que c'était une instrumentalisation de la religion, alors que dans le Coran, je crois que Jérusalem s'est cité 2 fois, et on pourra me contredire, mais je ne crois pas, c'était un lieu comme un autre, et c'est devenu comme par hasard, pour bien motiver l'Oumma musulmane, on va dire mondiale, pour leur dire que c'est un combat pour Allah, eh bien, on a tout transformé, on a mis une importance qui n'a aucune raison d'être sur cette ville qui est le berceau du judaïsme et du christianisme. Donc, je suis néanmoins contre le fait de ces extrémistes qui veulent humilier, là c'est pour ça que j'aime pas ça, ils veulent humilier les musulmans en disant on va vous détruire votre truc et mettre un temple par-dessus. En gros, on va faire ce que vous nous avez fait. Mais on ne doit pas faire ce qu'on nous a fait. On doit rester juste, équilibré et logique. Merci beaucoup, Essam Obala. J'imagine que vous avez entendu toutes ces déclarations de Walter. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas de la même obédience ni de la même origine. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Avec la religion qui est la vôtre, et en tout cas, c'est pour ça qu'on vous a ici aussi. C'est que vous êtes, vous, un homme profondément humain, humaniste et un homme de paix. Ben, j'apprécie beaucoup ce que Walter a dit là en dernier, à savoir que ça ne rime à rien de vouloir humilier quelqu'un, un peuple, quelqu'un, parce qu'on a été humilié nous-mêmes. Et il a parlé d'équilibre, de justice et de logique, qui me semble être l'acronyme de son mouvement. Et c'est exactement ça. Pour vous dire tout ce que j'en pense, moi, j'en parlais pas plus tard qu'il y a 2-3 jours avec des gens ici au Maroc, la fameuse loi du talion. Pour justifier que Pour œil, quelqu'un dent nous pour a dent. attaqué. Hein? Pardon? Œil pour œil, dent pour dent. Exactement, œil pour œil, dent pour dent. Qui permet donc religieusement aux gens du livre, ceux qui s'appellent les gens du livre, donc le Coran, la Torah et la Bible, il me semble. Je ne sais pas si c'est mentionné dans la Bible, j'en suis pas certain, mais dans le Coran a priori et dans la Torah aussi, cette fameuse loi du talion qui dit que si quelqu'un t'a fait du mal, il est légitime que tu lui fasses du mal aussi. Et je me permettais donc de leur faire remarquer que non, ce n'était pas une bonne chose de vouloir faire du mal parce qu'on a mal. Pourquoi? Parce que l'autre, à son tour, va avoir mal. Et qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir le même besoin à son tour de nous faire mal, parce qu'il a mal. Et ainsi de suite, de mal en pis, on s'enlève un œil, on s'enlève une dent, on s'enlève un bras, on s'enlève une jambe, on s'enlève la vie en fait. Et plus ça va, moins il y a de vie. Donc, pour moi, ce qu'a dit Walter en dernier est ce qu'il y a de plus sage à faire. Autrement dit, respecter la dignité humaine. Parce que, indépendamment des différentes étiquettes, les uns se disent juifs, les autres se disent musulmans, les uns se disent hébreux, d'autres se disent arabes, les uns se disent de tel genre, de tel, comment ils appellent ça, là, leur théorie du genre, et les autres se disent de tel autre genre. Tout cela, c'est potentiellement ce qui nous différencie. Mais qu'est-ce qui nous unit? Ce qui nous unit, c'est la vie.
Et si on se met à honorer la vie sous toutes ses formes, honorer la vie en Léo, honorer la vie en Walter, honorer la vie en Richard, honorer la vie en tous les inconnus que l'on croise, mais que l'on peut respecter dans leurs différences, en fait, on se rend compte qu'il y a une chose qui nous rassemble et tellement d'autres choses qui nous séparent. Mais que ces choses qui nous séparent, au lieu de les opposer via cette loi du talion, où quelqu'un m'a mal parlé, donc je vais mal lui parler, quelqu'un a tué mon frère, donc je vais tuer son frère, etc., etc. On se rend compte en fait que, indépendamment de ces choses qui pourraient nous opposer, ce qui nous rassemble est bien plus grand. Et pour finir sur cette question, Richard, que tu m'as posée, la religion, qu'est-ce que ça signifie, religion? Ça vient du latin religare. Religare, relier, ouais. Exactement. Donc, que sont ces religions qui séparent? Ce ne sont pas des religions qui relient, ce sont des religions qui séparent, qui sectionnent, qui divisent. Ça relève plus de l'esprit sectaire que de l'esprit religieux. Et tout ce qui relève du sectaire est forcément opposé à la vie, parce que la vie, ça rassemble. Donc, moi, j'ai grandi au Maroc avec des juifs, avec des chrétiens, avec des musulmans, avec des athées, avec des je ne sais quoi, avec des Français, avec des Marocains, avec des Canadiens, avec des Allemands, avec plein de nationalités, également avec plein de sensibilités. Et ma première amoureuse, pour tout vous dire, c'est un peu personnel, mais ma première amoureuse a été juive. Elle était juive marocaine. On avait 6 ans, on était sur les bancs de la même. On était assis côte à côte en CP. C'était mon amoureuse. Voilà, et Walter, je crois, est une femme marocaine. Donc, vous voyez, comme quoi tout était possible. Est-ce que vous avez peur? Alors, on va peut-être demander ça à Léo. Merci pour cette réaction et ça. Mais Léo, est-ce qu'on a peur aujourd'hui d'une véritable escalade? Est-ce que il y a des signes avant-coureurs? Ah, on n'entend pas. On n'entend pas, Léo. On n'entend pas. Léo, on n'entend pas. On n'entend pas. Non. Il y a toujours la réponse du berger à la bergère face à cette attaque du Hamas sur Israël. On a vu des images vraiment atroces, et ça a choqué beaucoup de gens. Maintenant, bien entendu, il y a la réaction d'Israël et qui a clairement dit, aux Palestiniens de Gaza, partez ou alors partez sur les plages parce que les infrastructures vont être bombardées, les immeubles vont être bombardés et on le voit. Les gens restent, bien sûr, ça fait des victimes, ça fait des images. Il y a une guerre effectivement militaire, il y a une guerre politique. Et lorsque j'ai parlé de la création du Hamas, mais j'aurais pu parler aussi la création d'Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden par la CIA pour contrer l'Union soviétique. Vous savez, tout ça est un jeu d'échecs. Malheureusement, c'est toujours des victimes civiles qui souffrent. Et bien sûr, il y a un risque d'embrasement régional. Regardez, la Syrie tient tête face à le régime de Bachar al-Assad, qui n'est pas du tout le plus démocrate du monde, mais qui a tenu tête à Daesh, à tout ce qu'on a envoyé. François Hollande et Fabius le reconnaissent lui-même. Il n'aurait peut-être pas dû armer ces éléments islamistes radicaux. Vous savez, pas loin d'ici, il y a un camp palestinien. En fait, il y a une grosse ville qui s'appelle Ain el-Haloui. C'est la plus grande ville palestinienne au monde, le plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Il y a encore 15 jours, il y avait des combats entre les Palestiniens. D'un côté, les membres de l'OLP Fatah face aux islamistes radicaux financés par Qatar et d'autres. Parce qu'en face, il y a le bloc 9, il y a le pétrole. Donc, il y a toujours une question de stratégie et d'intérêt. Maintenant, le risque d'embrasement régional, bien sûr, existe. Gaza, Palestine, Israël, là, au Liban où je suis, regardez, ils sont déjà derrière moi, des centaines à ce meeting, à cette réunion pro-Palestine organisée par le mouvement Amal ici. Et il y a déjà des échauffourées à quelques kilomètres au sud où je vais me rendre dès demain matin, peut-être même ce soir. Mais il y a un risque d'embrasement général avec le Liban, la Syrie, c'est tout le Moyen-Orient, c'est les enjeux. Bien sûr, devinez qu'est-ce qui va grimper au plus fort et dont vont profiter, se régaler les producteurs de pétrole, c'est les carburants. Donc, on nous montre, mais il y a toujours quelque chose derrière.
Cette attaque était orchestrée, elle a été planifiée, elle a été faite d'un coup de maître. Ça ne s'est pas fait comme ça, allez, on y va et on attaque. Non, non, c'était bien préparé, organisé. Et le plus étonnant, c'était la défaillance du Mossad, du Shabak, des services militaires, de la CIA. Personne n'a rien vu venir. Les États-Unis ont eu leur 11 septembre, et là encore, il y a des choses troubles, mais Israël vient d'avoir son attaque, et croyez-moi, la réponse va être terrible, parce que l'armée israélienne et l'État israélien ne laissera pas, si vous voulez, cette attaque se digérer sans contre-attaque de son côté. Alors peut-être juste encore une question et puis on va vous laisser. En tout cas, c'est vraiment une joie de vous avoir et puis un honneur surtout. Et puis vraiment, on sent que cette émission prend une dimension encore supérieure avec votre présence sur place, parce qu'on perçoit toute la ferveur qui commence à naître dans le début de cette manifestation. Mais on a l'impression qu'on nous a dit qu'on avait retrouvé des armes qui venaient d'Ukraine, justement dans cette tuerie, même plus que ça, ce massacre horrible qui a eu lieu. Est-ce que ça commence à se savoir, à se percevoir? Vous avez des éléments là-dessus? Ah, je vous entends pas. Je vous entends pas. Je vous entends pas, Léo. Ça commence effectivement à se savoir, mais ce n'est pas la une des médias ici arabes, que ce soit au Liban ou en Égypte ou dans le Moyen-Orient. L'important, c'est le conflit. C'est vrai que les petites chaînes de télé arabe nous montrent des directs. Hein, c'est Raj et le Moubacha qui font des directs du matin au soir, les chaînes info, sur ce qui se passe à Gaza et sur les destructions par l'armée israélienne. Bon, maintenant, elle répond. Netanyahou, il a des problèmes. Et donc, vous savez, le grand sauveur du grand Israël, c'est Netanyahou contre le méchant Hezbollah et le Hamas. Mais en attendant, je peux vous dire que il y a encore quelques années, je voyais du Sud-Liban partir une colonne de 40 ânes sans conducteur, emmener du hashish et revenir quelques heures plus tard avec des ballots de dollars. Donc, maintenant, on est arrivé à un point où trop c'est trop, enough is enough. Et là, ça part en conflit militaire. Vous savez, les armes, c'est pas un problème. Vous avez même des armes, des avions cargo entiers d'armes partis d'Israël qui sont arrivés en Azerbaïdjan pour massacrer les Arméniens. Donc le problème de l'arme, c'est juste une question d'argent, comme disait Napoléon Bonaparte. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu as de l'argent, des armes, tu peux en avoir à gogo. Maintenant, oui, une partie des armes d'Ukraine est partie. Vous savez, on peut en acheter. Hein. Aujourd'hui, vous voulez acheter un fagot, un lance-missile anti-char Milan, made in France, ou des mines françaises magnétiques qu'on colle à une voiture. C'est comme ça que Daria Dugin a été tuée par une mine française sur ordre probablement de la DGSE de Macron, parce qu'elle travaillait sur l'Afrique depuis des années. On a dit que c'était son père. Mais les armes ne sont pas un problème. Le problème, c'est l'argent, le financement et l'ordre politique. Car dans le terrorisme, il y a toujours un but derrière, il y a toujours un but politique. Alors, on a appelé, regardez, même en France, sous l'occupation allemande, sous le régime de Vichy, De Gaulle, Jean Moulin, Missak Manouchian étaient traités de terroristes. Donc, tout dépend dans quel camp on se situe. Quand on est pour, c'est la résistance. Quand on est contre, c'est le terrorisme. C'est vieux comme le monde. Et malheureusement, ce monde, plus on avance dans la civilisation, dans les technologies de ce qui est censé être humain, j'ai l'impression qu'on est en train de regresser. Mais derrière chaque guerre, il y a toujours des gens qui se frottent les mains, car il y a des contrats, des armes. Je ne parle même pas des médicaments, on ne va pas parler du Covid et des vaccins, mais il y a toujours des reconstructions et bien entendu des gens qui vont se faire des milliards et des milliards, et des pauvres civils, que ceux qui soient juifs, israéliens, palestiniens, car n'oublions pas, notre Aïssam l'avait dit, juifs, musulmans et chrétiens sont tous les trois monothéistes, fils d'Abraham. Mais regardez où va le monde pour des questions d'intérêt et diviser pour mieux régner. Certains savent très bien jouer de ce jeu d'échecs qui est en train de détruire la planète. Merci infiniment, Léo. Peut-être tout de suite, Walter. On va demander un mot à Walter. C'est vrai que Léo parlait des armes. On en a été très étonnés compte tenu du fait que les services secrets israéliens sont considérés, peut-être, on le sait, comme les meilleurs du monde. Comment vous avez pu percevoir que ces terroristes, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, sont rentrés comme ça si facilement, comme dans un moulin? Je suis, à vrai dire, très, très emmerdé, je dois le dire.
parce que les gens avec qui je parle, qui connaissent bien le fonctionnement d'Israël, du Mossad et tout ça, même eux sont étonnés. Alors, évidemment qu'aucun service de sécurité, quel qu'il soit, surtout dans une zone aussi à risque, est infaillible, aucun. J'ai compris, enfin, ils ont expliqué la méthode, c'est qu'ils ont attaqué d'abord les tours de guet, ils ont fait un espèce de hacking des moyens de communication, mais néanmoins, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que Netanyahou et son gouvernement se méfiaient plus de la Cisjordanie, enfin, du Nord en tout cas, que du Hamas. Donc là, c'est vraiment une erreur fatale de tous les infiltrés qu'il y a, du Mossad, du Shin Bet, des gens qui sont dans la bande de Gaza. Comment n'ont pu-ils rien voir? Et d'un autre côté, je ne peux pas cautionner les espèces de rumeurs qui circulent, comme quoi c'est le Mossad qui a organisé. Parce que pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je ne peux pas cautionner ça. D'abord parce que la politique d'Israël a toujours été que pour une vie, ils sont prêts à donner 1000 terroristes, comme ils l'ont déjà fait, ou 1000 prisonniers. Donc chaque vie israélienne a l'air plus importante, en tout cas à l'échelle de ce pays, que n'importe où ailleurs. Deuxièmement, parce que pour laisser faire tout ça, il aurait fallu des centaines de complices, des soldats, des gens du bas de l'échelle qui auraient donc laissé faire un massacre sur leur famille. Je n'y crois pas du tout. C'est pas comme l'11 septembre ponctuel sur un endroit, c'est carrément toute une région. Je n'y crois pas. Et troisièmement, les gens qui disent ça sont souvent les mêmes qui ne peuvent pas imaginer le juif en position de victime. Donc c'est un peu comme la Shoah, hein, les Juifs ont financé Hitler, les Juifs, ça n'existe pas, etc. Quelque part, on veut toujours retourner la faute pour que ce soit la faute du Juif. Donc je n'y crois pas, mais j'ai des doutes, j'espère qu'on aura des informations, parce que c'est hallucinant que personne n'ait rien vu. Même s'ils étaient occupés avec l'Ukraine, malheureusement, je parle de la CIA, et même s'ils ont peut-être mal ciblé le vrai danger, qui venait pas du nord du Hezbollah avec l'Iran, mais finalement du Hamas. Ouais, parce qu'il paraît qu'ils auraient été prévenus par l'Égypte, en tout cas une semaine avant. Est-ce que le fait que Netanyahou soit extrêmement fragilisé, on a vu ces manifs qui ont duré sur place pendant des semaines et des semaines, hein, plusieurs mois, avec vraiment quasiment tout le pays qui était dehors. Donc on l'a vu. Est-ce que ça crée une brèche quelque part un peu dans le monde politique local? Absolument, c'est ce que je disais, c'est que je crois que ça a semé un petit peu une panique, une désunion, parce qu'il y a même des militaires qui étaient contre un petit peu la politique très à droite de Netanyahou, donc ça a foutu un petit peu une désunion justement. Mais allons plus loin. Aujourd'hui, Netanyahou, qu'est-ce qu'il dit, Netanyahou? Alors je veux bien qu'on le diabolise en France, c'est un peu la mode, ok. Mais qu'est-ce qu'il dit? Lui, il est conscient, comme beaucoup, que Israël, c'est un miracle déjà, et c'est une guerre, une politique de survie. Nous n'avons pas affaire à des interlocuteurs avec qui on peut négocier, puisque ces interlocuteurs, financés par l'Iran notamment, et même le Hamas, ont dans leur charte la destruction d'Israël. Donc tous ces gauchistes, qui sont un peu équivalents à ceux ici, qui sont un peu, oui, l'immigration, les migrants, tout va bien, etc., sont inconscients du danger. Et le pire, ça c'est vraiment horrible à dire, mais je pense qu'une majorité, une énorme majorité des victimes des 900 civils israéliens, ou des 800, parce qu'après il y a des soldats, bon 900, qui ont été massacrés comme pire que des chiens, je suis certain que 80% d'entre eux votaient à gauche et étaient pour la paix avec les Palestiniens, etc. C'est ça qui est horrible. Ils ont tué des gens qui étaient contre Netanyahou, ces gens qui vont dans les rêves partis, etc., le côté un peu progressiste, le côté un peu tout ce qu'on veut, et les kibbutz super socialistes, etc. Vous comprenez le truc, c'est que même ces gens-là qui défendaient quelque part, mais non, on peut discuter avec eux, il faut faire la paix, ils se sont fait massacrer comme des cafards. Donc le problème, et je vais juste résumer là-dessus, le problème est que tant que les peuples arabes au sens large, bon, certains sont lobotomisés par des propagandes pour trouver des ennemis extérieurs, hein, c'était la colonisation, c'est la France pour l'Algérie, ou c'est Israël, c'est les Juifs, les responsables de tous nos maux, hein, au lieu de s'occuper de leur peuple, comme ceux-là qui achètent des roquettes, etc., mais qui laissent par ailleurs mourir de faim, façon de parler, leur peuple. Le problème, c'est que ces pays sont toujours dirigés soit par des fous de Dieu, soit par des corrompus profonds qui n'en ont rien à faire de leur vie, de leur peuple. Et je finirai là-dessus. Tous les morts, chaque mort palestinien, aujourd'hui malheureusement civil, des femmes, pareil, hein, des femmes et des enfants comme les juifs, sauf que c'est différent, mais la fin est la même, c'est la mort. Eh bien, chaque mort est à mettre au crédit, non, au débit du Hamas, qui dès le premier jour de cette attaque délirante savait qu'Israël allait lâcher les chevaux, si j'ose dire. Ils ont condamné à mort 3000 ou 5000, je ne sais pas combien il y aura à la fin, 5000 de leurs civils. Et dans leur tête, on leur dira, vous êtes des héros, vous êtes des martyrs, vous allez avoir 72 vierges. Tant qu'il y a cette propagande délirante qui n'est pas sur le vrai sujet,
on veut un État normal et on n'ira pas vous tuer. Et là, on peut discuter, donc ça ne va pas être avec le Hamas forcément. Tant que le peuple palestinien, par peur, parce qu'il y a une dictature qui se passe à Gaza, et je sais que Léo, qui est allé, je pense, à Gaza, il pourra nous le confirmer, il y a une véritable dictature, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont contre. Et je vais finir là-dessus. Et même ici, il y a beaucoup de musulmans, ma femme en premier, mais bon, pas que, qui sont écœurés de ce qu'ils ont vu. Parce que ces gens qui font ça en criant Allahu Akbar, ils salissent plus la religion musulmane que n'importe quel juif de la terre. Voilà. Donc le problème, il est clair. Merci beaucoup. On va demander à Essam une réaction par rapport à ce que vous avez pu entendre là depuis tout à l'heure, à la fois le direct de Léo sur place et puis cette analyse de Walter. Vous vous situez comment par rapport à tout cela? Il y a tellement de paramètres qui échappent à notre contrôle, d'une part, et qui, lorsqu'on se forge une opinion, cette opinion est forcément fondée sur ce que l'on croit savoir. Et ce que l'on croit savoir est très souvent le fruit d'un conditionnement, notamment médiatique, qui correspond donc aux informations qu'on veut bien nous donner, qui sont souvent partiales et biaisées, tronquées et biaisées. Donc, moi, personnellement, j'avoue que je n'écoute pas beaucoup ce qui est raconté à la télé et dans les médias, en règle générale, pour la bonne et simple raison que je connais la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas forcément pourquoi, quelles sont les véritables motivations d'une partie ou de l'autre. Mais je connais la vérité. Et je ne la connais pas ici. Je la connais ici. Je la connais dans mon cœur. Ça peut paraître un peu farfelu, voire même mystico-gélatineux, mais ça ne l'est pas. Lorsque je suis en vie, j'ai envie. Lorsque je suis en vie, j'ai du désir. Qui a le désir de tuer? Personne. Personne n'a le désir de tuer. Parfois, si on ressent suffisamment de colère, suffisamment de haine, suffisamment de violence en soi, et qu'on croit que si quelqu'un m'a enlevé un œil, j'ai le droit de lui enlever un œil, si on croit vraiment que ça fonctionne comme ça dans la vie, on va se permettre de faire ça à son tour. Et qu'on s'appelle Hamas, ou qu'on s'appelle Tsahal, ou qu'on s'appelle je ne sais quoi, on va ôter légitimement une vie, on va se croire légitime à ôter une vie de manière cruelle, en fait. Car c'est cruel d'assassiner, peu importe la motivation. Et ces jeunes gens qui s'amusaient, ou ces gens qui vivaient paisiblement dans un kibbutz, n'ont bien évidemment pas cherché ce qui leur est arrivé. De même que les gens qui vivent paisiblement ou qui tentent de vivre paisiblement également à leur tour à Gaza, ils n'ont pas demandé à ce qu'on vienne leur détruire leur habitation. Ces gens sont des victimes. Donc, lorsque je dis je ne sais pas véritablement quelles sont les motivations, Walter a évoqué son incrédulité face à la possibilité que ce soit une opération sous faux drapeau du Mossad, ou en tout cas d'une instance ou l'autre liée à Israël. Je veux bien le croire, évidemment. Ça semble trop gros pour être vrai. Il suffit de voir le 11 septembre. Qui aurait pu supposer, il y a 22 ans, que l'État américain aurait retourné contre lui-même, contre ses propres citoyens, contre sa propre infrastructure, aurait déchaîné autant de violence? Dans quel but? Mais c'est avec le temps qu'on a pu voir qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait un plan. Et c'est là qu'on rentre dans les fameuses théories du complot. Donc moi, je ne théorise pas parce que je ne sais pas. Je préfère avoir l'humilité de dire je ne sais pas. Par contre, je sais une chose. Je sais que la vie doit être respectée sous toutes ses formes. Et si quelqu'un vient au prétexte qu'on a tué son frère, ou qu'on a insulté sa mère, ou qu'on l'a giflé, et qu'il se croit habilité à pouvoir faire de même au frère de quelqu'un d'autre, à la mère de quelqu'un d'autre, à un autre être, s'il m'a giflé, j'ai le droit de le gifler. Pour moi, ça ne correspond pas à la vie, ça correspond à la survie. Et lorsqu'on est en mode survie, d'un côté comme de l'autre, on ne raisonne pas à la fréquence de la vie, on raisonne sur la base de ce que l'on croit savoir. Donc il suffit d'être au contact d'une certaine
propagande, quelle qu'elle soit, médiatique, d'État, etc., de la publicité, de la propagande, peu importe, pour croire à une certaine version de l'histoire. Et c'est précisément pour cela que je préfère rester à l'abri en termes de perspective de toutes ces informations qui sont forcément anxiogènes et qui ont vocation à susciter en nous un certain état de révolte. C'est normal. Lorsque j'entends Walter parler, lorsque j'entends Léo parler, lorsque je vois des images à la télé, ce que je ressens, c'est de la révolte. Et c'est normal. Dieu merci qu'il y ait de la révolte lorsque l'on tue. Ce n'est pas normal. C'est devenu la norme. Mais si on part du principe que la vie est, ça ne doit pas être la norme. Ça doit être l'exception. Ça doit être exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme normal. Donc, moi, personnellement, Richard, euh, je défendrai coûte que coûte, à tout prix, peu importe les motivations, peu importe les raisons, la vie. C'est-à-dire, je ne vais pas ôter une vie pour soi-disant défendre une vie. Ça n'existe pas dans mon schéma de conscience. C'est impossible. Donc, aucun acte, quel qu'il soit, ne peut justifier de venir ôter une autre vie. Voilà où je me positionne. Ben, en tout cas, c'est fantastique. Je trouve comme analyse, Walter, tu as dû être très, très sensible à ce qui vient d'être dit. Oui, oui, évidemment, évidemment. Maintenant, le problème est le suivant, c'est on revient toujours un petit peu je radote un peu, mais nous avons en face de nous des gens qui ont été justement un petit peu lobotomisés sous forme de propagande à la glorification de la mort. Là, on n'est même plus dans la vengeance à la rigueur. Je comprends ce que tu dis. Je suis le premier à dire que la vengeance, c'est pas toujours, c'est même jamais constructif en vérité, puisque ça fait rentrer dans un cercle vicieux. Voilà, on n'en sort plus. Mais d'un autre côté, c'est très difficile d'avoir des gens qui glorifient la mort. Je vais prendre un exemple. Rappelez-vous qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le Pacifique, quand les Japonais ont vu qu'ils avaient perdu, qu'ils ont commencé à utiliser la méthode des kamikazes, alors ce n'était pas du tout religieux, là, c'était une autre sorte d'idéologie, de philosophie, qui était, bon, qui était ce qu'elle était, eh bien, c'était avec quelques avions, ils ont fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que c'est très difficile, non seulement de répondre sans faire de dégâts collatéraux, c'est très difficile de rester comme ça, de ne pas répondre. La situation aujourd'hui d'Israël est dramatique. Je veux dire, psychologiquement, militairement, géographiquement, politiquement, dans les opinions publiques, puisque déjà maintenant, on a pris le relais, on a complètement évacué le côté pogromesque, si j'ose dire, de ce qui s'est passé, le côté inacceptable pour n'importe quelle cause. Et on est en train de dire, ah, regardez, ils sont en train de massacrer des civils. On a oublié toujours cette fameuse chronologie. Maintenant, je pose la question à Essam, comment lutter contre des gens qui ont pris des otages, qui ont toujours l'habitude depuis des dizaines d'années de prendre leur propre peuple comme bouclier humain, de mettre des centres de commandement militaire dans des hôpitaux, dans des mosquées. Ils ne respectent même pas leur propre religion. Comment lutter, aller chercher les otages et tuer de manière ciblée des gens qui sont dans une ville avec des ruelles, avec 2 millions d'habitants. Non, j'exagère, je crois. Non, je ne sais plus. Ici, il y a 2 millions à Gaza. Il y a 2 millions à Gaza. 2 millions d'habitants sur 400 km². La densité la plus forte au monde. Quelle est l'armée du monde d'extraterrestres qui pourrait rentrer et faire du ciblage? Ah, ils sont très forts. Ah, regardez, ils ont tué des civils. Ils ne veulent pas tuer des civils, ils préviennent partout, ils bombardent. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le problème, c'est que là, juste, je sais que j'ai changé de sujet, je suis désolé. Le problème, c'est qu'au sud, il y a une frontière avec l'Égypte, un pays frère. D'ailleurs, les Palestiniens, à 60%, sont d'origine égyptienne, comme Yasser Arafat, par exemple. Donc, il n'y a pas le peuple palestinien très spécifique. Eh bien, on fermait leurs frontières. Hein? Mais on ne va rien leur dire, parce que c'est l'Oumma musulmane, on ne va rien dire. Ils ferment leurs frontières. Israël ne les a pas encerclés, puisqu'il y a une frontière d'une dizaine de kilomètres avec l'Égypte. Non seulement le Hamas empêche les Palestiniens de s'échapper, mais en plus les Égyptiens disent non, non, nous on n'en veut pas. Mais ça sera toujours les coupables juifs, parce que c'est facile. Il y a 7 millions de juifs dans ce pays et une Oumma de 2 milliards d'opinions publiques qui sont, comment dire, ciblées. Voilà. Bon, après, il y a des pays arabes qui ont fait le ménage quand même. On sait que les Égyptiens ont passé les islamistes du pouvoir en 2013. Les Tunisiens, c'était en 2020. Le Maroc a renvoyé du reste les frères musulmans du gouvernement en 2021. Bon, bref, il y a une forme d'épuration qui a eu lieu également sur place. Tu vois, il n'y a pas que… C'est vrai. Mais quand même, ça veut dire que quelque part,
on a toujours le côté, on dédouane. Par exemple, je prends un autre exemple qui n'a rien à voir. Septembre noir. Les Jordaniens massacrent pareil, hein, ils ont fait pareil. C'était pourtant des musulmans. Pareil, ils sont allés dans un camp, ils ont massacré tout le monde. Des Palestiniens. Plus de 2000 morts. Bon, ça date de 67, je crois, je ne sais plus combien. Et personne n'a. Oh, on en a parlé un peu. Non, parce qu'ils ont l'impression que si c'est un musulman qui tue un musulman, bon, c'est pas très grave. Par contre, un musulman tué par un juif, même dans des circonstances comme j'ai expliqué, on ne peut pas éviter. Il y aura forcément je l'ai dit le premier jour sur Twitter, j'ai dit ce qu'ils viennent de faire, ils ont condamné à mort au moins 5000 civils de leur propre peuple. Et ils le savent. Mais pour eux, s'ils ont tué un juif et ils ont 20 morts, pour eux, le calcul, il est bon. C'est dire que nous avons affaire à des gens qui sont vraiment très spéciaux, quoi. Et il faut que Oui, le peuple. alors après, c'est vrai que j'ai entendu, moi, ce qui m'a particulièrement choqué, on va donner la parole à Essam, c'est que quand on écoute Zemmour qui dit qu'il est juif, hein, et c'est tout à son honneur et à sa gloire, mais quand il dit un juif tué en France, c'est la République qui est en deuil, on a envie de dire un musulman aussi, un chrétien aussi, et un athée aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette comptabilité, si tu veux, elle est aussi des deux côtés. Et Sam, t'en penses quoi de tout cela, de cette intervention de Walter? Walter dit vrai, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que lorsqu'on se sent légitimé à détester, à haïr, à en vouloir, à avoir du ressentiment, et qu'on croit qu'on est légitime, parce qu'on nous a littéralement conditionnés à croire que l'autre était notre ennemi, ça devient très compliqué. Et c'est malheureusement la norme, et pas que au niveau du conflit israélo-palestinien. Et Walter le dit à très juste titre, la Palestine, c'est une région. La Palestine, c'est une zone qu'on appelle la Judée historiquement, ou la Palestine, vous me reprenez si je me trompe, hein, l'un ou l'autre, mais c'est juste une zone en fait, c'est une géographie. Palestinien, ce n'est pas une identité nationale. On peut dire que les Juifs qui habitaient sur cette zone-là, les chrétiens qui habitaient sur cette zone-là, les musulmans qui habitaient sur cette zone-là, sont d'une manière ou d'une autre des Palestiniens. Donc, que ce soit dans un conflit qui a été politisé pour en faire un conflit idéologique, ou que ce soit dans les relations commerciales, ou que ce soit au niveau de l'opposition entre des partis à un niveau national, ce que l'on voit, c'est le conflit, le conflit, le conflit. Et ce conflit est entretenu par des forces, je ne sais pas comment appeler ça différemment, qui ont intérêt à diviser. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Léo, diviser pour mieux régner. Si on se rassemble autour de ce que l'on a en comme un, ça ne veut pas dire un. Comme un, ça veut dire comme un. C'est comme un. Ça ne veut pas dire que toi et moi, on est un. Mais ça veut dire que toi et moi, on a quand même un intérêt en comme un. Et si je suis capable de voir en toi cette dimension de l'existence qui me rappelle qui je suis, que tu sois une femme, que tu sois un juif, que tu sois un Américain, que tu sois de droite, peu importe l'étiquette dont on peut t'affubler en termes de culture et d'éducation, si je suis capable de voir en toi le reflet de cette même vérité qui m'anime, je ne peux plus te tuer. Je ne peux plus. Le Voilà, bon, en problème, tout c'est cas, que merci infiniment, hein, à tous les deux sur ce message de paix. Merci infiniment, Walter, d'être venu. C'était un retour après la Une TV, un retour extrêmement plaisant sur nos ondes. Et ça, mais également, on va refaire donc des Zooms avec vous très prochainement, parce que je pense, et les téléspectateurs vont nous le dire, qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié à la fois votre perception des choses, votre vision des faits, et puis surtout cet amour finalement au-delà des problèmes religieux qui nous lient. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis pour un nouveau Zoom, hein, sur 7 minutes de Ricardo. Au revoir, merci. merci à tous. Merci Walter.